Compte rendu de la 86e réunion du Conseil des ministres. Le président de la République, chef de l'État, a présidé ce vendredi 10 avril 2026 la 86e réunion ordinaire du Conseil des ministres. 4 points étaient inscrits à l'ordre du jour, à savoir 1. Communication du président de la République, chef de l'État. 2. Points d'information. 3. Approbation d'un relevé des décisions du Conseil des ministres. Et 4. Enfin, examen et adoption de textes. La communication du président de la République a porté sur 3 points principaux, à savoir 1. De la reconnaissance du statut de ville sainte à la cité d'Nkamba. Le président de la République tient à sa volonté de faire de la cité d'Nkamba une ville sainte, telle que déclarée solennellement lors de sa participation à la commémoration du 6 avril 2026. Cela fait également suite aux multiples demandes formulées par les responsables de l'Église kimbanguiste, tant lors des échanges directs avec lui-même que par l'entremise des émissaires en audience pour la reconnaissance officielle de ses statuts. Il a rappelé que la cité d'Nkamba, située dans la province du Congo central, constitue l'un des hauts lieux spirituels et historiques le plus importants de la République démocratique du Congo. Ces lieux d'origine de la mission spirituelle de Simon Kimbangu, Kamba est reconnu par de millions de fidèles comme la Nouvelle Jérusalem et représente aujourd'hui le centre mondial de pèlerinage de l'église kimbanguiste. En effet, chaque année, cette cité accueille de pèlerins venus de toutes les provinces de notre pays ainsi que de nombreux fidèles provenant de plusieurs régions du monde. Ces rayonnements spirituels exceptionnels confèrent à cette cité une importance religieuse, culturelle et patrimoniale majeure pour notre nation. Ils rappellent le courage spirituel, la dignité et la résistance morale incarnée par le prophète Simon Kimbangu, dont les messages de foi, de justice et d'émancipation a profondément marqué l'histoire de notre nation et contribué à l'éveil de la conscience africaine face aux injustices de l'époque coloniale. Le président de la République a souligné qu'une telle reconnaissance vise notamment à préserver le caractère spirituel de ces sites, à organiser les activités de pèlerinage, à protéger son patrimoine religieux et à promouvoir son rayonnement international. Dans cette perspective, il a engagé les gouvernements à enclencher dès à présent les processus devant conduire à la reconnaissance du statut de ville sainte à la cité d'Nkamba. À cet effet, le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, a été instruit avec le ministre d'État, ministre de la Justice et garde de Sceaux, le ministre d'État, ministre de l'Urbanisme et Habitat, le ministre de l'Aménagement du Territoire, la ministre de la Culture, Arts et Patrimoine, de travailler conjointement afin d'enclencher les diligences nécessaires. Cette démarche aura pour but notamment d'examiner les bases juridiques permettant à l'institution administrative d'un statut spécial pour la cité de Nkamba au regard de la loi, définir un régime particulier des protections et des préservations de son patrimoine spirituel, culturel et historique, mettre en place un cadre de gouvernance et d'aménagement harmonieux et durable adapté à son caractère de centre international des pèlerinages et proposer les moments venus les modèles juridiques appropriés pour sa consécration officielle en ville sainte. Par cette initiative, notre pays reconnaît et valorise une composante majeure de son patrimoine spirituel et historique tout en affirmant sa volonté de préserver et de promouvoir les hauts lieux de foi qui contribuent au rayonnement de la République démocratique du Congo dans le monde. Le deuxième point de la communication du président de la République a porté sur les suivis de réforme de notre appareil diplomatique. C'est référent à sa communication faite lors de la 83e réunion du Conseil des ministres du 20 mars 2026 relative à la prise en charge systématique des diplomates et des missions diplomatiques de la République démocratique du Congo, le président de la République a insisté sur la nécessité d'assurer un suivi rigoureux et soutenu des réformes engagées au sein de notre appareil diplomatique, afin de consolider l'efficacité, la cohérence et la crédibilité de l'action extérieure de notre pays. Il a appelé le gouvernement à poursuivre avec constance et détermination les réformes déjà amorcées dans la gestion de notre diplomatie, laquelle diplomatie constitue
un instrument stratégique de projection de la souveraineté nationale, des défenses des intérêts supérieurs de la nation et des promotions du rayonnement international de notre pays. À ce titre, elle doit s'inscrire résolument dans une dynamique permanente de modernisation, de professionnalisation et de rationalisation de ses modes de fonctionnement afin de répondre aux exigences d'un environnement international de plus en plus compétitif et exigeant. Face aux défis qui subsistent et qui appellent à une attention particulière du gouvernement, le président de la République a instruit la ministre d'État, ministre des Affaires étrangères, le vice-premier ministre, ministre du Budget, le vice-premier ministre, ministre de la Fonction publique, les ministres des Finances, ainsi qu'avec les autres ministres sectoriels concernés, de veiller à la mise en œuvre effective et coordonnée des réformes engagées. À cet effet, ils devront notamment assurer la modernisation de l'Académie diplomatique et du protocole d'État, les suivis réguliers de la situation administrative et financière de l'ensemble de nos missions diplomatiques et consulaires et les cas échéants, proposer toutes mesures correctives nécessaires à l'amélioration de leur fonctionnement, notamment à travers la transformation numérique de la gestion diplomatique. Par ailleurs, le vice-premier ministre, ministre du Budget et les ministres des Finances ont été chargés de s'assurer de la mise à disposition de ressources nécessaires pour la consolidation de notre relèvement diplomatique. Les derniers points de la communication du président de la République a porté sur le suivi et la mise en œuvre holistique des recommandations de la conférence des gouverneurs de province. À ces propos, le président de la République a commencé par rappeler que la conférence de gouverneurs constitue un cadre institutionnel majeur de concertation entre les pouvoirs centrales et les provinces visant à renforcer la coordination de l'action publique et à promouvoir un développement équilibré du territoire national. Cela passe notamment par l'adoption des recommandations stratégiques relatives à la transformation du secteur agricole, au développement rural, à l'amélioration des infrastructures et de la gouvernance provinciale, ainsi qu'à l'amélioration des conditions de vie des populations. S'agissant de 3 dernières sessions, la 11e conférence de gouverneurs tenue à Calémie avait formulé 60 recommandations, dont l'évaluation a révélé un taux d'exécution encore limité. La 12e session tenue à Colésie en juin 2025 avait adopté 55 recommandations, tandis que la 13e session tenue à Bandundu-Ville en a formulé 82 autres à mettre en œuvre. Les données de ces 2 premières sessions illustrent les difficultés persistantes dans la mise en œuvre des décisions issues de cette instance, alors même qu'un dispositif institutionnel de suivi existe. En leur qualité des premiers responsables des exécutifs provinciaux, les gouverneurs sont appelés à assurer la traduction opérationnelle et les suivis effectifs des recommandations. À cet égard, il importe de renforcer leur responsabilisation, d'améliorer la coordination avec le gouvernement central et de disposer d'éléments probants permettant d'apprécier objectivement les niveaux d'exécution des mesures arrêtées. Aussi faudrait-il que les exercices d'évaluation constituent des véritables moments de redevabilité permettant d'identifier les progrès réalisés, les contraintes rencontrées et les ajustements nécessaires. Dans cette perspective, le président de la République a martelé que des rapports de TAP sur la mise en œuvre des recommandations devront être produits après chaque session et l'état d'exécution des recommandations de la session précédente ainsi que leur impact sur la vie de la nation fera désormais l'objet d'un point spécifique inscrit à l'ordre du jour de chaque nouvelle session de la conférence de gouverneurs. À cet effet, la Première ministre, en qualité de coordonnatrice de l'action gouvernementale, a été chargée de veiller à l'intégration effective des recommandations issues des conférences de gouverneurs dans les politiques publiques et les programmes sectoriels du gouvernement. Le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, a été instruit en collaboration avec le secrétariat permanent de la conférence de gouverneurs et les concours en droit de son cabinet de proposer un dispositif cohérent et rénové de suivi, d'évaluation et de mise en œuvre holistique des recommandations issues de la conférence de gouverneurs et d'en présenter les rapports y afférents dans un délai de 20 jours. Au 2e chapitre du Conseil de ministres de ce jour, relatif aux points d'information, État et administration du territoire, le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, décentralisation et affaires coutumières, a présenté au Conseil le rapport sur l'état du territoire national. Au cours de la semaine qui s'achève,
l'état d'esprit de la population a été globalement marqué par les bons déroulements des activités d'accueil des léopards seniors, foot par la population après leur qualification à la Coupe du Monde. L'opinion a salué les professionnalismes de la police nationale dans l'encadrement sans incident de la foule. L'attente de la relance des négociations entre le gouvernement et les représentants de la FCM 23 en Suisse, ainsi que la satisfaction notée à la suite de l'annonce faite par le président de la République de l'élévation de la cité d'Nkamba au statut des villes saintes. Au chapitre du banditisme et de la criminalité, en exécution des instructions de la haute hiérarchie, formulées lors de la réunion du Conseil de ministres du 13 mars 2026, le vice-premier ministre a informé les conseils qu'il s'est tenu une séance de travail avec les responsables des services de sécurité, élargie au ministère de Postes et Télécommunications, l'ARPTC ainsi qu'aux opérateurs de télécom. Les analyses menées ont mis en évidence des recours massifs au service des télécoms par les auteurs des actes criminels. Dans l'attente de la mise en œuvre effective du fichier national d'identification, il apparaît indispensable d'adopter des mesures urgentes, pragmatiques et immédiatement applicables. Il s'agit entre autres de définir des exigences renforcées et obligatoires d'identification pour l'acquisition de cartes SIM, de formuler des mesures visant à limiter le nombre de cartes SIM par individu, d'élaborer une stratégie nationale de relance de la campagne d'identification et de sensibilisation des abonnés incluant les zones rurales, de formuler des dispositions spécifiques relatives à l'identification des abonnés étrangers. Au chapitre des sinistres et catastrophes, un naufrage a été signalé dans la province du Congo central et une pluie torrentielle a fait des dégâts matériels et humains, respectivement le 4 avril dans la province de Mai-Ndombe et le 5 avril dans la province du Sud Kivu. Toujours sur ces chapitres sécuritaires, le vice-premier ministre, ministre de la Défense nationale, a fait le point de la situation opérationnelle, principalement dans les provinces du Nord Kivu, du Sud Kivu et des Littoris. Il a été complété pour la partie concernant le Congo central, la ville-province de Kinshasa et les ex-provinces du Grand Bandundu par le ministre délégué chargé des anciens combattants qui a le lead du gouvernement dans les traitements de la question des Mobondo. Au sujet de la situation épidémiologique, le ministre de la Pêche, représentant le ministre de la Santé publique, a présenté la situation sanitaire dans le pays, caractérisée essentiellement par l'épidémie de choléra. On a noté une très légère baisse des cas suspects, passant de 1161 à 1157, avec 12 décès enregistrés, soit une létalité de 1% contre 0,5% la semaine précédente. La notification du nombre des cas est toujours au-dessus de la barre de 1000 cas par semaine. La province du Sud Kivu reste la plus touchée au cours de cette semaine avec 234 nouveaux cas suspects et 6 décès. Dans la ville-province de Kinshasa, 51 nouveaux cas suspects et aucun décès ont été rapportés durant cette semaine, contre 89 cas et aucun décès à la 12e semaine. Par ailleurs, depuis le 23 mars 2026, des cas suspects de choléra sont notifiés dans la prison de Mbanza-Ngungu suite au transfert des détenus en provenance des cachots de Luozi. Au 8 avril 2026, les cumuls s'élèvent à 160 cas, dont 13 décès au total. 2 pavillons sont touchés sur 11 que compte la prison. Plusieurs actions sont en cours pour la prise en charge de cette situation.